comme je suis déjà un vieux con, j'ai une table, un micro normal et mes notes. Voilà. Et comme aussi je suis un vieux con, je vais vous parler d'un autre type d'influence. Une influence que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes en nous faisant certaines choses qui peuvent aller contre notre propre intérêt. Des engagements qui peuvent mettre en jeu notre vie, des engagements pour lesquels notre intérêt s'efface pour celui d'un groupe ou même de toute une société ou d'un pays. Et comment s'engage-t-on dans les sociétés humaines? Le plus souvent à travers un serment, un rituel dans lequel on jure, on s'engage. Le serment est un quasi invariant des sociétés. Il a traversé l'histoire de l'humanité. Des serments des sociétés archaïques, aux rituels riches et complexes, parfois accompagnés de sacrifices, aux serments modernes, qui sont à minima, qui sont réduits à leur plus simple apparat. Dans un serment moderne, on le conclut en disant « je le jure », parfois, quelquefois, la main sur la Bible, ou par un « Wallah » qu'on pourrait traduire en arabe par « par Dieu ». Le serment est souvent accompagné d'un rappel à la religion, mais pas toujours. Les mousquetaires d'Alexandre Dumas, quand ils s'engagent à s'entraider, quoi qu'il arrive, par un pour tous, tous pour un, ne font pas appel à Dieu. C'est aussi le cas des représentants du tiers-État lors de la Révolution française, qui jurent d'écrire la nouvelle constitution qui prendra justement la séparation de l'Église et de l'État. Le serment est une institution que l'humanité, les sociétés, semblent réinventer, quels que soient les contextes religieux, politiques ou sociaux. Et pourtant, le serment semble avoir été oublié des sciences expérimentales qui étudient comment nous prenons des décisions. Personne, jusqu'alors, ne s'y était intéressé. Est-ce que le serment influence réellement nos comportements? Comment pense-t-on sous serment? Que se passe-t-il dans notre cerveau? Ce sont les questions que nous nous posons maintenant depuis une quinzaine d'années. Et c'est ces 15 années de recherche que je vais essayer de vous raconter en 15 minutes. Comme toute recherche, il faut commencer quelque part. Et on est souvent très naïf quand on est un scientifique. On n'imagine pas qu'on va travailler pendant des années et on met beaucoup de temps à se rendre compte de notre naïveté. Notre point de départ n'était pas une pomme qui est tombée d'un arbre, comme Isaac Newton qui disait en dessous de cet arbre, mais pas loin. À cette époque, nous nous intéressions aux enquêtes. Plus précisément, au fait que nous puissions faire confiance à ce que nous disent les gens dans des enquêtes d'opinion. Des opinions un peu spéciales, car, comme on vous l'a dit dans l'introduction, je suis d'abord un économiste. Allez-vous vraiment me dire, s'il y a un enquêteur qui tape à votre porte, comment vous allez voter dimanche? S'il vous demande si vous êtes prêt à prendre le bus plutôt que la voiture pour aller travailler et que vous dites oui, quand le maire aura mis en place la nouvelle ligne de bus, allez-vous vraiment le prendre? S'il vous demande combien vous seriez prêt à dépenser pour vivre dans un environnement mieux protégé ou pour être en meilleure santé, comment être sûr que vous allez vraiment faire ces dépenses? C'était là notre point de départ. Et pour la petite histoire, malgré mon accent méridional,
c'est à Paris que tout a commencé. Nous étions dans un bureau avec un collègue parisien, Nicolas Jacquemet, et un collègue américain, Jason Shogren. Nous nous posions exactement les questions que je viens d'évoquer, mais dans des termes un petit peu plus généraux. Comment engager les gens qui répondent à des enquêtes à nous dire vraiment ce qu'ils ont l'intention de faire? Nous savions, grâce à des expériences que nous avions réalisées, que les mots et les intentions ne conduisent pas toujours à des actions concrètes. Dans des expériences, nous nous intéressions à la protection de la faune sauvage. Des associations non gouvernementales, comme le WWF, proposent d'adopter des animaux sauvages pour les protéger en donnant un peu d'argent. En contrepartie, vous recevez un certificat d'adoption. Dans notre expérience, nous avons sélectionné 2 groupes de personnes choisis au hasard. Dans un premier groupe, nous avons demandé si vous pouviez adopter un dauphin, combien seriez-vous prêt à nous donner? Dans le deuxième groupe, nous avons directement demandé de l'argent pour adopter un dauphin au WWF. Le résultat fut sans équivoque. Les gens à qui on a posé la question hypothétique, comme dans une enquête, nous ont dit en moyenne, je serais prêt à donner 15 €. Les gens à qui on a directement demandé de l'argent pour adopter un dauphin nous ont dit en moyenne 4 €. Qui croire? Comment réconcilier ces 2 valeurs? C'est la question que nous nous posions dans ce bureau parisien. Il pleuvait, comme souvent au nord, quand on a dépassé Avignon. Il n'y a pas eu de pommes tombées d'un arbre, mais c'était tout comme. Quand un témoin est entendu au tribunal, on lui demande de prêter serment. Et si nous aussi, nous demandions aux personnes de s'engager solennellement à nous donner des réponses honnêtes et sincères? Et c'est là que notre recherche sur le serment a vraiment commencé. L'idée était séduisante, en tout cas pour nous, scientifiques, dans ce bureau parisien. Mais il nous fallait quelqu'un qui ait réfléchi un peu plus sur cette question de l'engagement. Et ça tombait bien. Il y avait à l'université d'Aix-Marseille un psychologue social, grand spécialiste de l'engagement, Robert Vincent Joulet. Nous avons élaboré ensemble une procédure que nous avons appelée procédure expérimentale de serment. Elle avait 3 propriétés. Premièrement, la procédure était faite en privé, mais face à l'expérimentateur. Deuxièmement, on demandait aux participants de signer un document officiel daté. Troisièmement, le ou la participante était libre de signer. Et c'est un élément clé, car il faut être libre pour s'engager. On expliquait clairement qu'il n'y avait aucune conséquence dans l'expérience si la personne ne signait pas. Pourquoi? Car nous voulions faire de l'archéologie de l'esprit. Nous voulions savoir ce qu'il se passait à l'intérieur de nous-mêmes quand nous jurons de dire la vérité. Quels sont les mécanismes que nous appliquons à nous-mêmes quand nous sommes sous serment? Autrement dit, que se passe-t-il dans notre tête quand nous devons faire quelque chose qui ne tient qu'à nous, qui n'a pas de conséquences autrement que dans notre tête si nous ne le faisons pas? Quels ont été les résultats?
nous avons pu réconcilier les intentions et les actions, mais il nous a fallu compléter le serment. Le serment a bien fait baisser les montants que les gens déclaraient, mais il a fallu leur expliquer que imaginer donner de l'argent, ce n'est pas comme réellement ouvrir son portefeuille. Et il fallait qu'ils gardent ça à l'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a expliqué ça aux participants, le serment fonctionnait bien et nous pouvions faire plus confiance aux opinions qui nous sont données dans des enquêtes. Ces premiers résultats ont été publiés dans un article qui s'est appelé « Révélation des préférences sous serment » et nous avions mis la main dans l'engrenage serment, puis le bras et tout notre temps de cerveau disponible. Mais pour en revenir à nos dauphins, la difficulté est que la vérité est difficile à cerner. Si je vous demandais, à vous, là, assis dans votre fauteuil, comme ça, là, tout de suite, combien êtes-vous prêt à me donner pour adopter un dauphin? Est-ce bien la vérité sur vos préférences que j'obtiendrai? Il nous fallait élaborer un nouveau protocole expérimental dans lequel la vérité est bien définie pour le participant, mais aussi pour nous, observateurs. Nous avons alors travaillé sur un jeu qu'on appelle en économie expérimentale un jeu de communication. Dans un jeu de communication, il y a deux personnes. Ils interagissent par le biais d'un ordinateur. Ils ne se voient pas, ils ne se connaissent pas, et le jeu est très simple. Un des participants voit un tirage de dés à 6 faces. Il voit donc un chiffre entre 1 et 6. Et il doit communiquer ce chiffre à l'autre participant. Mais, en fonction de ce qu'il va dire, il va gagner plus ou moins d'argent. S'il dit la vérité, il va gagner moins que s'il ment. Le participant a donc intérêt à mentir à l'autre participant, puisqu'il va gagner plus d'argent s'il ment que s'il dit la vérité. Nous voilà donc dans une situation expérimentale dans laquelle le participant et l'expérimentateur connaissent la vérité, le tirage de dés. Et nous pouvons faire entrer en jeu une notion très importante pour nos recherches, l'intérêt personnel. Dans ce jeu, l'intérêt personnel est simplement identifié par le montant que le ou la participante peut gagner. Pourquoi cette notion est importante? Parce que, comme je l'ai dit au début, quand on s'engage sous serment, on le fait en sachant que nous pourrions renoncer à notre intérêt. Nous nous engageons sous serment, le plus souvent, pour une cause supérieure. Il nous fallait à nouveau 2 groupes de participants. Le premier a joué le jeu de communication sans serment. Cela nous a permis d'évaluer la proportion de mensonges dans l'expérience. Nous avons observé que selon le montant, selon qu'il profite au seul participant ou aux 2 participants, entre 35 et 80% des sujets mentaient. Et ce, pour quelques euros. C'était un bon point de départ, au moins pour nous, scientifiques. Nous avions une situation expérimentale dans laquelle les participants privilégiaient leur intérêt personnel plutôt que de dire la vérité. Il nous fallait maintenant voir quelle était l'efficacité du serment dans cette situation. Nous avons demandé au second groupe de jouer le jeu de communication, mais avant de le faire, nous leur avons demandé de s'engager sous serment à nous dire la vérité. Ils ne savaient pas ce qu'il allait se passer après. Car, après tout, quand on s'engage, c'est pour le meilleur et pour le pire, sans savoir de quoi sera fait le futur. Nous avons essuyé un premier échec.
comme souvent quand on fait de la science. Les participants sous serment continuaient à mentir. Comme si l'engagement sous l'honneur n'avait plus de place dans notre monde libéral qui privilégie l'intérêt personnel. C'était sans compter quelques données expérimentales qui nous intriguaient. Les participants qui mentaient sous serment prenaient beaucoup plus de temps à prendre leurs décisions que ceux qui mentaient sans serment. Il se passait donc bien quelque chose dans leur tête, mais ça ne se transformait pas en comportement. Nous nous sommes alors rappelés des expériences qui avaient été menées en Californie dans les années 60 par un psychologue social, Philippe Zimbardo. Dans ses recherches, il a imaginé une prison expérimentale. Dans cette prison, il y avait des gardiens et des prisonniers. Ces gardiens et ces prisonniers étaient des étudiants de l'université, sélectionnés parce qu'ils étaient tous psychologiquement normaux. Certains étaient sélectionnés pour être des gardiens, d'autres pour être des prisonniers. Que s'est-il passé? L'expérience a dû être arrêtée après quelques jours, car les gardiens devenaient violents et ça ne pouvait plus continuer comme ça. Mais de cette expérience, qui a pris un tournant inattendu, Zimbardo a élaboré une théorie. Les gardiens ont dérapé car aucune autorité n'indiquait quel était le comportement approprié. Les gardiens ont fait ce qu'ils ont fait, non pas parce qu'ils étaient foncièrement méchants, mais parce que les règles du jeu social n'étaient pas explicites. Et si c'était ce qu'il se passait dans nos expériences? Dans notre jeu, nous étions complètement neutres, comme toujours en économie expérimentale. Les mots mensonge, vérité n'étaient jamais évoqués. Et nous avons changé cela. Dans une nouvelle expérience, nous avons changé les règles du jeu et nous avons dit explicitement: vous pouvez mentir, vous pouvez dire la vérité. Dans un premier groupe, nous avons juste changé l'explication du jeu en introduisant ces connotations morales explicites. Dans le second groupe, nous avons changé l'explication et nous avons demandé aux participants de s'engager sous serment. Avec les nouvelles instructions, les sujets sous serment mentaient un peu moins, sans serment mentaient un peu moins. Pas étonnant, puisque nous avions mis un peu de morale dans le jeu expérimental. Mais les sujets sous serment mentaient beaucoup moins. C'était donc l'omission des règles de bonne conduite qui rendait le serment inopérant. Une fois que nous avions remis un peu de morale dans la situation expérimentale, le serment fonctionnait. Au fil des années, nous avons répliqué ces résultats dans d'autres expériences. Des expériences qui impliquaient encore une fois l'intérêt, la vérité, le serment, mais aussi la coopération, la coordination, le bien public, la fraude fiscale, le témoignage. Si bien qu'avec le temps, nous avons demandé de prêter serment à plus de 2500 personnes. Un peu comme si, tous les 2 jours, un sujet était venu prêter serment dans une de nos expériences, et ce, pendant 15 ans. Nous avons mis en évidence les situations dans lesquelles le serment fonctionnait. Nous avons donné des pistes sur les mécanismes psychologiques qui étaient à l'œuvre. Il nous restait cependant à aller un peu plus loin et à voir ce qui se passe dans notre cerveau quand nous sommes sous serment. Ce fut chose faite dans des expériences que nous avons menées aux États-Unis.
au laboratoire de neuroéconomie du MIT à Boston avec Danica et Drazen Prelec. Dans ces expériences, nous avons observé l'activité cérébrale avec un scanner. Un des résultats importants de ces expériences est le suivant. Quand un sujet décide de prendre l'argent et de mentir, ce n'est pas la même zone du cerveau qui s'active que quand il décide de refuser l'argent et de dire la vérité. Quand on prend l'argent, c'est le circuit de la récompense qui s'active. Quand on refuse de prendre l'argent sous serment, c'est le circuit inhibiteur. Pourquoi est-ce important? Parce que ça peut vouloir dire que le comportement sous serment n'est peut-être pas le résultat d'un simple calcul dans lequel on pèserait le pour et le contre. Sous serment, ce n'est pas forcément notre intérêt seul qui est recalculé, mais bien un changement dans la façon dont nous prenons nos décisions. Quand nous nous engageons sous serment, notre cerveau s'engage avec nous et change de mode opératoire. Autrement dit, pour en revenir à l'archéologie, le vieux monde, celui des engagements archaïques, celui où nous nous engageons pour le meilleur et pour le pire, pour des causes qui dépassent notre intérêt, est bien là, toujours là, en nous, dans nos propres têtes. Est-ce que nous allons garder ce vieux monde imprimé dans nos cerveaux, ou est-ce que le nouveau monde libéral va l'effacer? Nous verrons bien.